le premier volet, à savoir des recommandations, le cadre légal, où on parle d'établir des lois pour aborder la diffusion des informations tout en respectant la liberté d'expression, ceci constitue un élément très important. La question du code du numérique, et en fait on a des dispositions légales ici qui sont éparses et on trouve peut-être des éléments dans le code pénal pour nous sanctionner, etc. Or, dans certains pays, avec l'évolution actuellement, il faut le code du numérique pour avoir un outil en forme. La question de l'observatoire, que la société civile, que les professionnels des médias aussi peuvent sont aussi engagés véritablement afin que tout le monde puisse surveiller et un peu comment, disons, cet outil où on n'est plus en mesure de se séparer, puisse être géré. Donc, tout ce que vous avez vu, effectivement, là, c'est une synthèse des grandes recommandations issues bien à Dakar qu'en région. Nous avons été un peu plus loin, même d'ailleurs que ça, au sein des partis politiques, nous savons qu'il y a des cellules de communication. Et ces cellules de communication sont aussi des cellules de création de la désinformation. Aussi, c'est stratégique, ça s'utilise dans les partis politiques pour occuper, même au sein des gouvernements, même au sein des forces de défense et de sécurité, il arrive qu'on trouve aussi des cellules juste, une manière de distraire en attendant de mettre en place des dispositions en place. Ça se passe, ce n'est pas propre au Sénégal, on le retrouve presque partout, même les guerres qu'on observe, ce n'est pas toutes les informations qui sont transmises à travers les médias, qui sont des informations réelles, vous le savez mieux que moi. Donc, encore une fois, je voudrais vous remercier pour ces suggestions, ces recommandations et que nous travaillons ensemble, puisque je pense qu'ensemble, nous pouvons véritablement lutter pour que la désinformation ne puisse constituer un fléau permanent de déstabilisation de la cohésion sociale. Merci beaucoup. 35 télévisions qui travaillent sur le bouquet TNT. Est-ce que cela veut dire qu'il y a trop de communication au Sénégal ou pas assez de communication? Chacun pourra en juger. Mais il est bien évident que la foison des informations que reçoit le citoyen lambda fait qu'il peut ne plus s'y retrouver. Surtout quand des informations sont contradictoires, annoncées ou publiées par des sites qu'on pense crédibles, par des personnes qu'on pense crédibles. Et là, les conséquences peuvent être énormes, pour ne pas dire désastreuses. Une première conséquence, c'est la perte de confiance. Je sais que dans notre expérience politique, et relativement à des élections, aux élections en général, il arrive que les gens perdent confiance même par rapport au processus électoral, par rapport aux acteurs du jeu électoral, par rapport aux organes de gestion des élections, par rapport aux organes de contrôle des élections. Alors, où est-ce que cela peut mener? Ça va mener jusqu'à la perte de confiance par rapport même aux résultats électoraux qui seront issus donc du scrutin. Et ça, c'est la catastrophe. Heureusement, au Sénégal, il s'est trouvé que, malgré les accusations, en tout cas des gens comme moi et d'autres que je connais et que j'ai fréquentés, je ne peux ne pas les nommer parce qu'ils interviendront eux-mêmes, et qui travaillent sur les matières électorales et qui ont longtemps travaillé avec le ministère de l'Intérieur, le NDI et d'autres organismes, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que le système électoral sénégalais est robuste et qu'il est fiable pour l'essentiel. Et que nous avons tous contribué à l'améliorer depuis le code électoral de 1992 jusqu'à aujourd'hui. Et que ce système électoral, ce code électoral, ces organes de gestion ou de contrôle des élections ont quand même permis 3 alternances. Si franchement le système électoral, le code électoral, les gestionnaires des élections, les contrôleurs des élections, si tout ce système-là n'était pas fiable, on n'aurait jamais pu avoir, n'est-ce pas, 3 alternances politiques au Sénégal. D'autant que ce sont les régimes en place qui organisent ces élections qui les perdent aussi. Et cela est frappant. C'est la raison pour laquelle le Sénégal est souvent cité
comme un modèle en matière de transparence électorale, en matière de crédibilité de son système électoral. Une deuxième conséquence, c'est peut-être la division sociale. Division sociale, il n'y a qu'à regarder dans nos propres familles, hein, entre le père et la maman, entre les parents et leurs enfants au Sénégal. Depuis 4 ou 5 ans, il y a des divisions presque dans chaque famille. Parce que chacun croit à sa source d'information, chacun croit à son émetteur d'information, et puis voilà. Or, chacun travaille pour soi et pour les objectifs visés. L'impact sur la démocratie, une troisième conséquence, c'est l'altération même du jeu et du système démocratique. Bon, on pourrait citer une autre conséquence qui ne nous concerne pas directement, c'est la désinformation et la détérioration sur la santé publique. Vous voyez comment on peut manipuler. La Covid a été là, hein, pour nous en donner un exemple, mais je n'insisterai pas trop là-dessus. Nous avons une nouvelle épidémie qu'on appelle du Mpox. Je suis persuadé que cela va être manipulé dans tous les sens pour nous amener dans telle ou telle autre direction. Je n'en dirai pas plus. Je pense qu'il n'y a qu'un seul mot d'ordre pour nous. Le NDI l'a bien compris et s'est lancé vraiment dans cette voie et il faut l'encourager, le soutenir pour cela. Il faut combattre la désinformation à tout le moyen. Si on ne peut pas la vaincre, au moins atténuer ses effets. Cela passe par l'éducation aux médias. On a beau dire, mais beaucoup de gens ne sont pas formés aux médias. Et cela nous amène tout simplement à gober, à consommer tout ce qui nous provient des médias. Alors, à la première radio qu'on entend, au premier site web qu'on consulte, la première information donnée, elle est la bonne et on fait avec. Or, quelle est l'intentionnalité qui se cache derrière l'information émise? Alors donc, il nous faut former des individus à reconnaître et à évaluer la qualité des informations. Deuxièmement, il nous faut travailler à la vérification des faits. Je pense que vous voyez souvent, en tout cas dans les grandes télévisions européennes, et ça doit venir chez nous. Et je le souhaite ardemment, que quelquefois, en marge de l'information globale donnée, on en arrive à un point du jour, à un fait précis, pour démonter une information qui circule et qui est virale. Et en procédant à ce qu'ils appellent, les journalistes le savent mieux que moi, l'image inversée, on arrive à reconstituer les faits et à dire ceci est un fake news, ceci est une infox. D'ailleurs, ces termes-là sont aujourd'hui en vogue. À l'époque, on parlait d'intoxication, et l'intoxication visait surtout les matières militaires. C'est pourquoi donc quelqu'un tout à l'heure, parmi les éléments du présidium, a parlé, je crois que c'est Mme Sow. Enfin, non, c'est la représentante de la DGE. Les Sow, c'est les Caldessar, donc je ne veux pas les nommer le matin. Alors donc, Madame la représentante de la DGE a parlé d'une arme de guerre. J'ajouterais même une arme de destruction massive. Parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas mesurer l'effet concret quand on donne une fausse information. On doit travailler aussi à la transparence, et ça aussi les médias doivent nous aider. Enfin, non, peut-être pas enfin, nous devons travailler à la responsabilité des médias. Les médias doivent adopter des normes éthiques strictes et à privilégier des reportages vérifiés. Combien de fois on nous a balancé dans les médias des informations qui n'étaient pas vérifiées? Elles semblent vraies. Or, exactement, ceux qui font dans la désinformation travaillent sur ce qui est vraisemblable. Ils ne font pas du faux, parce que les moins bons, ils font carrément dans le faux, les moins bons. Alors le faux, on peut taper dessus et se dire, non, c'est faux, je range. Mais quand quelque chose est vraisemblable, on peut l'utiliser à foison jusqu'à créer une vérité qui peut être gobée par des milliers, des centaines de milliers de personnes. Enfin, je pense que nous devons encourager ce qu'on appelle la pensée critique. Arriver à faire en sorte que, pour le citoyen,
pour le professionnel des médias qu'on en arrive à la pensée critique. Qui a émis cette information? Quand l'a-t-il émise? Où l'a-t-il émise? Comment l'a-t-il émise? Pourquoi l'a-t-il émise? Qu'est-ce qu'il recherche? Quelles peuvent être les conséquences d'une telle information? Il arrive même qu'un média responsable détienne une information crédible et s'arrête, ou en tout cas se réserve de la divulguer, de la diffuser. Pourquoi? Pour les conséquences désastreuses que cela pourrait entraîner. Je crois même que quelques journalistes nous ont donné à l'occasion d'un atelier des exemples, comme quoi ils ont eu une information à chaud, crédible, mais leur direction leur a dit non, vous ne diffuserez pas, parce que cette information n'est pas vérifiée. Le journaliste dit, ma source est crédible. Elle m'a donné 10 informations qui sont crédibles. Le journaliste est peut-être dans la salle, je ne veux pas le nommer. Mais la direction a dit, non, c'est trop sensible, il ne faut pas diffuser. Or, le journaliste avait raison. Mais il a diffusé sur un autre organe, et cela est passé, et ça a été la première information reçue en matière électorale. Il est peut-être dans la salle, il pourra en parler plus amplement lui-même. Mais ça vous dit simplement que la responsabilité nous semble extrêmement importante, surtout quand il s'agit d'organes de presse, organisés et structurés. Je pense qu'il faudra travailler à combiner ces différentes approches. Et le faisant, il est possible donc de réduire l'impact de la désinformation et de favoriser un environnement informationnel plus sain. Je pense que nous pouvons aussi travailler à une formation de masse. Il peut y avoir une information ciblée, comme celle que le NDI a donnée dans les régions, par exemple, à celle qu'il a organisée plusieurs fois ici à Dakar. Mais même que nous pourrions travailler à une formation de masse à travers les médias, par des programmes dédiés, des rubriques dédiées, des pages dédiées, des sites dédiés, des pages Facebook dédiées, des programmes de radio dédiés à cela, dans les télés, les quotidiens et les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas créer, à l'initiative du NDI, une grande page Facebook Sénégal contre la désinformation, qui serait une manière d'informer d'une part, une manière de lutter contre toutes les fausses informations et de les rétablir à l'endroit, et enfin une manière de former aussi, n'est-ce pas, les populations et les citoyens d'une manière plus large. Chers amis, je crois que nous avons pu noter au Sénégal l'ampleur de la désinformation par rapport aux événements que nous avons vécus pendant ces 3 ou 4 dernières années. Figurez-vous que pour un fait banal, une relation entre un homme et une femme, vrai ou faux, je n'en sais rien, je donnerai ma langue au chat, mais l'exploitation qui en a été faite, de part et d'autre, cette exploitation a conduit à ce que nous savons au Sénégal depuis 2021. Des dizaines de morts, des milliers de blessés, des centaines et des centaines de gens incarcérés. Alors, je pense qu'on peut le mesurer pour dire la responsabilité de l'émetteur de l'information est une chose capitale et essentielle. Organisation qui vient répondre aux appels, maintes fois réitérés, des principaux acteurs religieux et de citoyens pour la sauvegarde de l'exceptionnalité du vivre ensemble sénégalais. Sénégal de paix, de vivre ensemble, donc ce qui constitue ce narratif-là, cette harmonie entre communautés, cet islam tolérant, etc. C'est ça que nous avons vocation à préserver et surtout à transmettre aux jeunes générations. Son originalité est de regrouper les courants confrériques, soufis d'un côté, mais aussi les associations réformistes, notamment donc les comités scientifiques
de la Moudia, Tigania, Khadria, Abdoulaye. Je profite de l'occasion pour saluer et remercier chaleureusement notre ami Adam Sow pour les associations dont je parlais, avec la démarche donc les Nations Unies, il y a toutes les associations plus connues, et puis il y a aussi le groupe islamique pour la paix, l'association des militants aussi de Casamance, des chercheurs, des universitaires, etc. Ibrahim Lissa m'a posé tout à l'heure la question, est-ce que le clergé fait partie du cadre militaire de l'islam? C'est déjà une question très singulière, mais qu'on peut poser au Sénégal, parce que quand on dit cadre militaire de l'islam, c'est pour la paix et le vivre ensemble. Et donc nous avons en partage la paix et le vivre ensemble. Et nous collaborons beaucoup avec le Conseil national du laïcat et présence chrétienne, même si c'est autonomie et convergence. On est dans ces deux principes. Alors, pourquoi nous intervenons? D'abord, le Sénégal a joui pendant très longtemps d'une réputation de terre d'exception, où le pluralisme des confessions et les particularismes des attachements doctrinaux ont toujours rimé avec harmonie et juste milieu, wasatiya, comme on dit. Des traditions séculaires de métissage et de mobilité ont préparé et enfanté une société où la parenté, la foi, l'ouverture à l'autre, l'acceptation de la pluralité, des principes de vie conciliants et des logiques dialogiques ancrées ont été longtemps structurants dans son fonctionnement. De la part de nombreux groupes qui s'y affichent de manière plus ou moins brillante, avec des projets plus ou moins structurés de refaçonnage de celui-ci selon le propre dessein. La mondialisation accélérée reconfigure les identités individuelles et collectives et impose les mêmes questionnements sur les projets sociétaux ou civilisationnels que dans les pays africains, asiatiques ou européens. Donc nous sommes dans une conjoncture inédite qui est particulièrement renforcée par l'élargissement de l'espace médiatique et la circulation mondialisée des idéologies extrémistes qui posent donc à notre société, dont je viens de présenter le narratif, le roman national en tout cas, le plus connu ici au Sénégal et à l'extérieur, mais justement ces évolutions-là posent des défis importants à notre société. Donc nous devons nous interroger tous, État, société civile, hommes politiques, religieux, pour aborder cette nouvelle ère de médiatisation accélérée, etc. Donc pour pallier les graves risques que cette situation fait courir à notre pays, nous avons imaginé des mécanismes d'anticipation et de gestion sur les sources de conflits, avec des procédures d'intervention que nous cherchons progressivement à définir et à affiner, notamment avec Facebook, je l'ai dit tout à l'heure, et en remerciant encore Adam Sow, et aussi NDI. Nous avons pensé notamment à la mise en place d'une plateforme numérique, donc avec nos sites internet, page Facebook, compte Twitter, etc., annexée à celle du cadre unitaire pour une plus large visibilité des messages de vivre ensemble et également pour recenser les discours de haine que nous détectons tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes dans les médias et les réseaux sociaux.